Donc, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Moi, je suis Sophie Collin, je suis conseillère en création d'activités chez Interstice. On va parler en fait de quelles sont les compétences que je dois avoir quand j'entreprends, quelles sont les choses à prendre en considération quand j'entreprends dans mon équilibre. Pour cet atelier, donc moi, je serai votre animatrice, hein, mais donc on a 3 intervenants avec nous. On a 2 entrepreneurs d'Interstice. Donc, on a Cécile Néel. Alors, je vais vous présenter rapidement tous les 3, mais n'hésitez pas à prendre un temps dans votre intervention pour repréciser ce que vous faites. Cécile, en quelques mots, elle est spécialisée en conseil en orientation professionnelle et en mobilité en entreprise. Et donc, elle va nous parler, elle, des compétences comportementales qui sont en lien avec la posture de l'entrepreneur. Nous avons également comme entrepreneur d'Interstice Jean-Paul Arambide. Alors, Jean-Paul, c'est un ancien chef d'entreprise dans le BTP qui aujourd'hui met à profit ses compétences pour accompagner d'autres entrepreneurs. Et lui, il nous parlera justement de ces questions d'équilibre à trouver sur différents plans quand on est entrepreneur. Et pour compléter l'intervention, donc nous avons aussi la présence d'Oriana. Donc Oriana Casalas, elle est chargée de mission économie et agriculture au sein de la communauté de communes des pays Béarn Gaves de Béarn, excuse-moi, je bafouille, je ne sais plus comment on appelle ça. Béarn des Gaves, mais c'est pas grave. Béarn des Gaves, voilà, merci. Et du coup, tu es aussi donc en animation au sein du pôle de la station. Et donc, tu pourras nous expliquer justement quelle est la valeur ajoutée d'un pôle comme la station et du coup, nous parler un peu de l'importance du réseau quand on est entrepreneur. Je vais laisser la parole à Cécile, puisque c'est toi qui as introduit sur la notion de compétences comportementales. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Cécile Néel, je fais du conseil en orientation professionnelle, notamment à travers des bilans de compétences et également de la gestion de carrière tout à fait auprès des entreprises dans le cadre de mobilité de leurs salariés et de missions de reclassement. Voilà, je vais vous présenter effectivement ce qu'on a pu, sur quoi on a travaillé, puis ce sur quoi on se rend compte, nous, entrepreneurs, qu'il a des compétences qui nous semblent indispensables d'avoir, ou en tout cas de développer pour rendre son activité durable, écologique, pérenne. Voilà. Donc, première compétence en tout cas, ou en tout cas première question à se poser dans le cadre du développement de son activité en termes de compétences propres, hein, donc personnelles, c'est d'abord pour quelles raisons vous souhaitez être entrepreneur. C'est avoir un projet solide, c'est important, mais il est plus important effectivement d'avoir un projet solide plutôt que des rêves d'indépendance. Parce que le fait effectivement de rêver son projet, certes, est important, mais l'objectif étant de le rendre le plus solide possible. Donc déjà, la question, c'est pour quelles raisons souhaitez-vous entreprendre, au-delà de rêver son projet. Autre question à se poser, en tout cas, cheminement à avoir, c'est quel est votre degré d'autonomie. Alors ça aussi, on a pu en parler un peu au préalable aussi, hein, c'est de se dire que seul, effectivement, il faut quand même avoir une très forte polyvalence dans le cadre de l'entrepreneuriat, et également une volonté de faire. Et tout ça apporte aussi à une certaine constance. Donc, le tout, effectivement, c'est aussi de s'appuyer sur le collectif également, dans ce cadre-là, mais également de bien travailler sur le fait d'avoir conscience, en tout cas, que tout ne viendra pas seulement du groupe, mais aussi de nous. Voilà. Troisième question aussi, savez-vous écouter? C'est-à-dire qu'on va au début, effectivement, quand on lance son activité, on va échanger sur les projets qu'on pourra mener, les questionnements qu'on pourra avoir pour le faire grandir, pour le faire évoluer. Aussi, pour prendre des conseils auprès d'autres personnes, des avis. Il faudrait être aussi à l'écoute parce que finalement, notre projet, il va grandir avec l'opinion des autres, le regard des autres, le test qu'on pourra aussi avoir de nos activités, de nos projets. Donc, il est essentiel aussi d'être suffisamment humble et d'avoir pas un ego trop surdimensionné pour vraiment aussi prendre en considération les conseils des autres personnes. Voilà, donc savez-vous écouter, hein, parce que c'est vrai que des fois on a un peu la tête dans le guidon, on est tellement passionné par ce qu'on veut faire et des fois c'est aussi important d'être capable de mettre sur pause et de prendre l'avis d'autrui. Voilà, d'où l'importance là aussi du collectif qui permettent du coup cette possibilité-là d'échange avec des collègues ou d'autres organismes, d'autres associations qui nous entourent.
ABC, donc D maintenant, quatrième question. Savez-vous également vous écouter? Pour moi, c'est vraiment la question essentielle. C'est quand on est entrepreneur, il faut savoir que, et je pense que Jean-Paul là-dessus me rejoint également, c'est des chamboulements familiaux, sociaux, financiers, personnels. On remet en choix aussi en question nos croyances, ce que l'on pense savoir de nous. Finalement, on se découvre, on peut se redécouvrir aussi. Et c'est essentiel dans ces moments-là d'être capable aussi de savoir s'écouter, puisqu'on aura aussi à faire face à une forte capacité d'adaptation. En tout cas, l'adaptation va être quelque chose qu'il va falloir qu'on développe, mais également, et ça sera essentiel pour, comme je disais initialement, d'être dans l'entrepreneuriat durable, écologique, pérenne, c'est de savoir également poser nos limites et nous protéger avec des temps à soi, sport, activité manuelle ou autre. En tout cas, savoir se ressourcer va être essentiel pour durer. Voilà, et là aussi, c'est une question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de m'écouter? Est-ce que je connais mes limites? Est-ce que je suis vraiment en capacité de les mettre en place ou est-ce qu'il faut que je me fasse aider? Voilà, c'est ce que disaient effectivement tout à l'heure aussi Véronique et Jean-Paul, qui aussi permettent cette mise en pratique. En tout cas, voilà, c'est une question également qu'il faut se poser. Alors, à mon sens, il y en a encore deux autres. C'est l'agilité. Tout d'abord, est-ce que ça vous parle? L'agilité, c'est effectivement, en tant qu'entrepreneur, l'importance d'être dynamique, en mouvement et en extérieur. Donc, de vraiment prendre des infos, de les digérer, de les utiliser. Donc, d'être ouvert, curieux et d'avoir un savoir-faire avec un lien avec notre activité. Donc, c'est vraiment aussi cette capacité, au-delà d'être ouvert aux autres, mais également de savoir rebondir, de se remettre en question, et d'avoir une vraie gymnastique aussi intellectuelle par rapport à ce qui se passe autour de nous. D'où l'importance là aussi, j'en reviens avec effectivement l'objectif de ces 2 journées de couteau suisse, c'est vraiment l'importance aussi du réseau dans ce cadre-là, qui nous permet de nous confronter à la réalité, également au marché. Voilà. Donc, et dernière question à mon sens également, avez-vous une vision à long terme? Incubateur, association, collectivité, en tout cas une capacité à travailler avec d'autres pour partager la charge de travail et les risques. Ça aussi, ça peut être intéressant, c'est de se rapprocher du collectif aussi pour se dire, ben, certes, mon développement repose aussi sur mes épaules, mais pas que. En tout cas, je peux aussi me décharger sur d'autres activités qui peuvent me coûter, qui peuvent ne pas être quelque chose dans lequel je suis à l'aise. En tout cas, d'avoir la possibilité de pouvoir le faire pour se consacrer aussi différemment au développement de sa propre activité. C'est, avez-vous une vision aussi à long terme et auprès de qui aussi on peut se décharger pour permettre, une fois de plus, de développer notre activité d'une façon la plus pérenne possible. Donc, j'ai envie de dire qu'en conclusion, en tout cas, l'importance d'être entouré à titre personnel, familial, social, mais pas que, du réseau proche, du réseau moins proche, d'un réseau qui soit pas uniquement virtuel, mais d'un réseau professionnel aussi, à mon sens, prend tout son sens pour développer son activité de la façon la plus saine et équilibrée possible. Voilà les questions à se poser. Merci Cécile pour ton éclairage. Jean-Paul, du coup, tu veux compléter avec ta vision, toi, de la posture de l'entrepreneur? Oui, absolument. Je vais rebondir sur ce que vient de nous expliquer Cécile. Et en fait, j'ai l'habitude de travailler avec des artisans, comme tu me l'as dit, Sophie, des artisans et des entrepreneurs du BTP. On est vraiment sur du concret, quoi. J'ai l'habitude de travailler sur le concret. J'ai passé ma vie aussi sur le concret, mais surtout sur ce fameux juste équilibre à trouver. Et quand on est dans des entreprises un petit peu plus importantes, on peut avoir ces équilibres, on peut avoir des appuis. Quand on se retrouve entrepreneur, je dirais indépendant, un peu à son compte, seul au départ, c'est justement ce juste équilibre qui est à rechercher. Et on n'est pas toujours prêt à le chercher, cet équilibre-là. On peut être un super technicien, avoir vraiment un service, une performance, un produit où vraiment on excelle, où on est super bon.
Maintenant, à côté de ça, quand on est seul, il faut aussi avoir cette compétence de savoir en parler, de savoir le vendre. Et c'est pas toujours simple d'être à la fois celui qui va produire et puis celui qui va vendre. Et cette affaire-là, c'est aussi, il faut que ça devienne aussi à un moment donné, il ne faut pas que ce soit une obligation en fait. Il ne faut pas que la vente, le commerce devienne une obligation quand on est des petits entrepreneurs comme nous sommes. Il faut que ce soit un véritable plaisir, parce que si ce n'est pas un plaisir, c'est trop difficile, parce qu'il faut le faire chaque semaine, je ne vais pas dire chaque jour, mais c'est d'être conscient qu'il faut qu'on apprenne à avoir un vrai plaisir, je dirais même une vraie fierté à vendre ce qu'on sait faire. C'est quand même un peu impératif. Il ne faut pas oublier que ça fait vraiment partie de l'outil, je trouve, moi, de l'entrepreneur. Alors ça, c'est ce premier outil que je connais. Ensuite, au niveau technique, bon, là, en règle générale, moi le premier, on est issu souvent de la partie technique, on la maîtrise et souvent on la maîtrise bien. C'est pour ça souvent d'ailleurs qu'on se lance. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi avoir le temps de le faire et d'être concentré au moment où on le fait. Et il est évident que le jour où on a des problèmes de fric, des problèmes de paiement, où on n'arrive pas à équilibrer ses fins de mois, c'est pas toujours simple non plus d'arriver à cloisonner comme ça et d'être hyper performant là où finalement notre client nous attend. Et j'en viens aussi sur cette troisième force qu'on a, cet équilibre qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver, c'est d'avoir encore une fois la fierté de vendre son produit au juste prix, à notre juste prix, parce qu'il a de la valeur, parce qu'il faut le vendre à son prix, il ne faut pas le brader. Et très souvent, quand on est seul ou quand on manque de travail, des fois, on a un petit peu tendance, des fois, soit à baisser les prix, soit essayer d'avoir du boulot à tout prix, c'est le cas de le dire. Donc, moi, je trouve qu'il faut défendre vraiment son travail parce qu'on mérite, voilà, on mérite de défendre notre propre travail. Et en fait, du coup, cet équilibre de ces trois choses-là, savoir le vendre, savoir être concentré pour le réaliser, et puis savoir lui donner le juste coût, tout ça, c'est pas évident. Et justement, il est très difficile cet équilibre-là. Moi, j'ai trouvé cet équilibre, cette écoute, comme tu disais, Cécile, je l'ai trouvé, c'est vrai, à Interstice, parce qu'en face de nous, on n'a pas obligatoirement des techniciens, on n'a pas non plus que des financiers, on n'a pas non plus que des commerciaux, mais on a très souvent des gens vachement équilibrés et qui nous renvoient à chaque fois ces moments-là pour nous dire bon, fais gaffe à ça, quoi. Est-ce que tu as pris le temps de regarder ça? Tu as regardé un mois avant? Tu es sûr de ce que tu as de ce que tu as dessus? Tu l'affines comment? C'est vraiment ça que le client t'attend? Et puis bon, et à la fin du mois, il te reste combien? Tu as ce qu'il faut pour avancer? Bon, moi, cet équilibre-là, je l'ai trouvé, et c'est pour ça que un de ses secrets, pour moi aujourd'hui, quand on est entrepreneur indépendant ou seul, un des secrets, c'est de ne pas rester seul. Voilà. De ne pas rester seul et comment dire, et d'aller vraiment d'aller chercher ce complément de compétences justement dans ces collectifs. Et c'est ça qui est très fort. Pour moi, c'est ça qui est très fort. Ça solidifie complètement nos équilibres. On peut se permettre de poser des questions, de renforcer aussi quelque part nos choix. Et là, j'ai vu, moi, par exemple, pendant ces deux attaques de confinement, où on s'est retrouvés quand même relativement seuls les uns et les autres, j'ai senti une puissance de ouf, parce que justement, il y a des éclairages, il y a d'autres éclairages. Et comme finalement, on se retrouvera de toute façon seul devant notre client, dans tous les cas de figure, tant qu'à faire, ayons notre garde rapprochée autour de nous pour qu'on puisse y aller un peu mieux. Et il faut juste savoir où aller le chercher. Voilà. Ça, c'est peut-être pas toujours évident. Voilà. Donc, ça, c'est mon expérience d'aujourd'hui que je voulais vous dire. C'est cet équilibre-là. Voilà. Pour ma part. Voilà, Sophie.
Merci Jean-Paul. Bah, du coup, moi, je trouve que tu fais bien le lien justement avec, le rôle d'Oriana, puisque du coup, bah, je pense qu'Oriana, tu vas pouvoir rebondir sur ce que disait Jean-Paul par rapport à l'importance du réseau et le fait de ne pas rester isolé quand on est entrepreneur. Je te passe la parole pour que tu puisses t'exprimer. Effectivement, moi je vais illustrer plutôt le côté accompagnant en fait, puisque donc, moi je travaille au sein de la station qui est en fait un espace d'animation économique, donc qui regroupe plusieurs types d'espaces. Au tout début du projet, la commande était de proposer un espace de pépinière, donc vraiment pour les jeunes entreprises avec un accompagnement spécifique. Et en fait, en co-construisant le projet avec tous les acteurs de notre territoire, qui est donc situé au centre du département des Pyrénées-Atlantiques, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins qui émergeaient. Et finalement, la station, ça dépasse largement la pépinière, puisqu'il y a aujourd'hui un espace de coworking, une pépinière avec à la fois des bureaux et des ateliers, donc des professions très différentes. Mais il y a aussi un Fab Lab qui est porté par une association et un espace d'événementiel. Donc tout ça fait qu'il y a une vie, c'est un peu la maison pour tous du développement économique, quoi. Plus nous, donc moi je travaille au sein du service développement économique d'une communauté de communes, donc on est 3, et on est également hébergé là, donc on reçoit aussi des porteurs de projets, donc des entrepreneurs qui ne sont pas forcément implantés, habitants de la station. Donc on a à la fois voilà, des gens qui sont là tous les jours et qui ont leur bureau là, des gens qui passent, qui vont monter leur projet, donc on a vraiment cette... je rejoins vraiment Cécile et ce qui a été dit avant aussi sur la notion de mouvement. Il y a vraiment ce mouvement permanent qui fait que, en fait, de fait, on va se retrouver dans une dynamique de réseau, en fait, qu'on le veuille ou non. Et l'espace architectural a été également conçu pour ça. Tout est comme autour d'une rue, en fait. Les bureaux sont vraiment... on est obligé de passer dans des espaces partagés. Et en fait, ça renvoie d'ailleurs à l'étymologie du mot réseau qui vient du mot filet, avec vraiment cette notion de lien, de fil, quoi, en fait. Et être en réseau, c'est quoi au final? Par la négative, c'est ne pas être seul. Donc en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs, ils ont à la fois accès à un accompagnement spécifique, alors soit de pépinière, soit de coworker par nous et par tout ce qu'on peut organiser. Alors là, je parle de la station parce qu'on connaît, j'y vis, mais il y a plein d'autres structures d'accompagnement et plein de modalités d'accompagnement différents. Mais donc, il y a à la fois cet accompagnement-là spécifique. Donc, on a Stéphanie Philippe ici, qui est au service développement éco, qui est coach certifié, donc qui peut aussi avoir un regard particulier. On a de l'accompagnement typique pépinière, donc là, vraiment du suivi de démarrage d'entreprise. Mais en fait, au-delà de ça, il y a aussi l'effet réseau qui nous dépasse, nous, en termes d'accompagnants, c'est-à-dire la vie du collectif, en fait, puisque finalement, la station, c'est un collectif. Et je trouve qu'on en revient vraiment à cette notion d'écosystème, de se dire, on a des espaces qui sont très différents, avec des utilisateurs et des profils d'entrepreneurs finalement qui sont hyper différents. Donc presque parfois, a priori, on peut sentir, quand notamment on organise l'accompagnement collectif où toutes les entreprises sont conviées, donc avec vraiment des secteurs d'activité mais hyper différents, de la production en atelier au service en bureau, avec des gens qui travaillent soit sur le territoire, soit plutôt avec des prestataires extérieurs. Donc, des gens qui, a priori, pourraient presque se poser la question de qu'est-ce qu'on va s'apporter les uns aux autres. Et c'est là où je trouve que la magie peut opérer. C'est que justement, le fait d'être en réseau, ça renvoie au fait aussi à sa posture de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est là, on est une entreprise parmi d'autres. Donc déjà, il y a une posture qui est quand même particulière, qui a été évoquée par Jean-Paul et Cécile et qui a été pas mal traitée aussi sur la conférence d'avant. Donc ça oblige une certaine clarté par rapport à sa posture, mais surtout il y a le fait dans les discussions qu'elles soient formelles au cours d'accompagnement de groupes thématiques collectifs ou complètement informelles. Il y a le fait de se dire que quand on démarre et même au-delà toute la vie, on ne sait pas tout en fait, et que finalement quelque chose qui est évident pour moi n'est pas du tout pour quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, en étant comme ça dans de l'échange, il y a cette magie du partage qui opère et qu'on va débloquer une situation, parfois même entre eux, sans même s'en rendre compte, ils vont débloquer le truc. C'est vraiment de se dire,
d'assumer cette position de non-sachant et de se dire, ben non, dans la vie, on ne sait pas tout. Et moi, je le pose au collectif, ça, je ne sais pas faire. Et en fait, il y a vraiment cette entraide en fait, hein, qui vient et qui rompt l'isolement. Parce qu'effectivement, ben, monter une entreprise, ça a été très évoqué dans les témoignages précédents. Ben, c'est quand même un sacré parcours du combattant, hein, avec des moments de gloire et des grands moments de solitude et des grands moments d'isolement. Alors nous, en plus, on est implanté en milieu rural, donc il y avait jusque-là peu de structures d'accompagnement. Et le fait de pouvoir déposer en fait au collectif et au réseau, que ce soit des accompagnants identifiés comme nous, avec effectivement des formations spécifiques, mais aussi à d'autres entrepreneurs. En fait, il y a plein de types de réseaux. Il y a des réseaux physiques comme ici à la station, il y a des réseaux thématiques, il y a des groupements de femmes entrepreneurs, il y a des groupements qui vont être thématiques comme sur le BTP dont Jean-Paul a parlé. Et en fait, tous ces réseaux-là sont complémentaires et vont permettre aussi de booster en fait vraiment l'individuel. Alors c'est sûr que c'est plus facile d'intégrer un réseau quand on est très au clair sur son niveau individuel. Là, je rebondis un peu sur tout ce qui est compétences émotionnelles et comportementales dont tu parlais, Cécile, qui ont été pas mal abordées aussi dans la conférence précédente. Alors, c'est sûr que si on n'est pas du tout au clair sur ses besoins, ses valeurs, le collectif, ça peut quand même pas mal chambouler, je pense. C'est sûr que si on est ancré, et ça fait le lien posture et réseau, hein, un peu ancré, c'est, je pense, plus goûteux d'intégrer un collectif. Mais en tout cas, je trouve vraiment qu'il y a ça qui se joue, de rompre un isolement et de pouvoir... il y a vraiment un truc de puissance, en fait, aussi, de voir qu'on contribue à un collectif au-delà de son activité d'entrepreneur. Donc, il y a cet aller-retour entre le collectif et l'individuel qui se joue tout le temps. Et Cécile, tu disais, on ne peut pas tout entendre du collectif et en même temps, ça apporte. Donc, c'est vraiment, je trouve, cet aller-retour entre du collectif et de l'individuel qui fait qu'il y a aussi, ça booste dans les moments de doute aussi, de se dire, ben oui, le fait de partager, d'échanger, de voir qu'on peut être aidant pour d'autres, même si on n'est pas du tout sur le même secteur d'activité, mais ça a un côté où on se dit, ben ouais, j'ai des compétences, il y a un côté empuissancement du réseau qui, moi, me paraît hyper important, effectivement, en partant du fait qu'on est quand même assez au clair avec sa posture à soi. Voilà ce que je peux dire sur cette notion d'écosystème et d'aller-retour vraiment entre son activité et ce qu'on va aller chercher à l'extérieur et qui rejoint aussi ce que tu disais, Jean-Paul, sur la polyvalence, etc. C'est vraiment de savoir aussi aller chercher ce qu'on ne sait pas faire soi et de s'enrichir des expériences les uns des autres, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être intéressant. Là, je me dis aussi justement qu'on ait votre témoignage, Cécile et Jean-Paul, en tant qu'entrepreneur justement sur le collectif, le réseau. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, concrètement, dans votre posture d'entrepreneur ? Je voulais simplement faire un petit retour par rapport à Oriana qui disait qu'effectivement le collectif permet effectivement le réseau et effectivement la posture. Mais c'est vrai qu'effectivement, si à la base notre projet n'est pas clairement identifié, c'est vrai que le collectif permettra d'affiner, mais ne le fera pas non plus à notre place en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut quand même cet ancrage et cette croyance en nous qui est présente. Hein. Donc Sophie, justement, pour répondre à ta question, le collectif, moi il y a une phrase que j'aime bien, qu'on entend beaucoup, mais qui est quand même toujours très d'actualité, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, peut-être qu'administrativement, des fois, je pourrais être plus rapide parce que je ne m'appuierai pas sur des outils qu'on peut avoir, mais justement, si je n'avais pas ces outils-là, ça ne me permettrait pas d'avoir de visibilité non plus sur ma trésorerie, sur les factures, etc. Donc, le collectif, ça aussi, ça permet quand même d'avoir l'accès à des outils qui, seuls, on n'en aurait pas forcément les moyens, l'idée, le temps, en tout cas. Le collectif aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que disait aussi Oriana, hein, c'est effectivement aussi la dimension du réseau, mais un réseau aussi physique. Parce que c'est vrai, d'autant plus vu la situation actuelle, on est beaucoup dans du virtuel. Donc, c'est vrai quand même d'être rattaché à un collectif, effectivement, comme la SIC, la station, etc., ça permet quand même aussi de s'ancrer, mais dans du réel, d'être vraiment dans du relationnel réel, de voir vraiment les gens. Donc,
moi, en tout cas, pour moi, c'est important. Parce que c'est vrai que si je fais des ressources humaines, voilà, c'est quand même aussi pour la relation humaine, justement, et que la relation humaine, la visio, pour moi, elle a aussi ses limites. Donc voilà, c'est aussi de voir les gens, de les sentir, de pouvoir vraiment concrètement échanger avec eux physiquement. C'est aussi un lieu, c'est de se dire, c'est important quand on est entrepreneur, enfin pour moi aussi, et ça dépend du mode de fonctionnement qu'on a, mais de se dire le matin, je vais au travail. Voilà, parce qu'on peut avoir aussi à des tempéraments, à se dire, bah, travailler de chez moi, ça va être moins compliqué, parce que bah, quand on a des enfants, surtout en bas âge encore, se dire qu'il y aura toujours une, comment dirais-je, une priorité qui peut prendre là justement la priorité qui pourrait être prise sur notre activité. Là, au moins, quand bah, je viens au bureau, je suis vraiment physiquement ici. Ça n'empêche pas de faire autre chose aussi, mais en tout cas, ça permet de segmenter, de compartimenter sa journée et de la structurer. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le faire. Voilà, dans les grandes lignes, Sophie. Et puis, bien sûr l'accompagnement, bien évidemment. Enfin, pour moi, c'est évident parce que je suis à la cible depuis un bon moment maintenant, mais bien évidemment, l'accompagnement du collaboratif des conseillers, bien évidemment, de toute l'équipe, hein, que ce soit effectivement des conseillers, d'Amélie, de Marie-Pierre, de Sandrine et de Sophie, Bernard et Bernadette. Oui, ça, je dirais que c'est un sacré support parce que c'est vraiment des échanges qu'on a avec des professionnels qui permettent quand même de vraiment de nous faire monter en compétences et vraiment de nous questionner de façon bienveillante sur notre projet. Voilà. Beaucoup, Cécile. Merci. Oui, pour ma part, lorsque je suis arrivé à Interstice, j'avais mon projet, j'étais clair. J'avais construit mon projet, j'avais ciblé mes clients. Bon, voilà, j'avais des certitudes. Et puis, quand je suis rentré dans ce collectif, à un moment donné, il a fallu déjà exprimer les choses. On a eu des ateliers sur les pitchs, la façon de faire, etc. Enfin, il a fallu à un moment donné vraiment simuler des opérations de communication sur son produit. Il a fallu quand même qu'on regarde un petit peu nos chiffres d'affaires sur 6 mois. Bon, il a fallu vraiment se poser des questions qui font que, à un moment donné, il y a des fois ça gratte un peu, quoi. Il y a un moment donné, on peut être très bon sur un mois et demi, mais quand on commence à partir sur des projections comme ça, sur 6 mois, 1 an, on se dit, non, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud quand même. Ça risque d'être chaud, l'histoire. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la montée un peu en confiance, en fait. Parce que j'avais confiance, mais j'ai senti que le collectif, alors bon, je ne connais pas le vôtre, Oriana, mais je peux l'entendre aussi, comme un interstice. Il y a un regard. Toutes ces personnes qui vous regardent, qui vous accueillent, ils accueillent un chef d'entreprise potentiel. Et un chef d'entreprise potentiel, quelque part, sans vouloir... je suis très humble, il n'y a aucun souci. Enfin, quand même, pour être chef d'entreprise, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Hein. À un moment donné, il faut quand même qu'il soit bon sur plein de trucs. Hein. Il ne peut pas être bon une semaine et puis se mettre en récupération pendant 3 semaines. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc, cette notion de sportif de haut niveau, moi j'ai senti ce regard un peu de tous les accompagnants. Et puis, il y a aussi cette fierté de faire partie d'un collectif, de pouvoir amener des clients dans un bureau plutôt que dans le bureau de sa maison, etc. Enfin, bon, il y a tout cet environnement qui fait qu'à un moment donné, on grandit, on s'oblige un peu. Alors, je suis d'accord, Cécile, on s'oblige un peu. On se met quelques coups de pied au derrière aussi parce qu'on y va. Et puis, quelque part, finalement, on grandit. Et puis, petit à petit, on prend confiance, en fait. Et au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? C'est le client qui nous voit avec un peu plus de confiance. Et finalement, il n'y a que ça qui est important. C'est le client final, celui qui va nous faire le chèque de notre prestation ou de notre produit. Il va le faire parce qu'il va se dire, c'est celui-là ou celle-là, elle a de l'allure, elle a de la compétence, mais elle sait se mettre en valeur, elle sait se mettre un peu aussi en danger.
j'ai envie de faire bosser à elle. Et en fait, c'est ça le but du but. Et je pense que tout ça, moi, je l'ai senti. Voilà. C'était ma façon de voir les choses. Et merci beaucoup, Jean-Paul. Oriana, tu veux compléter sur… C'est vrai que nous, on a vu, alors là, nous, la station, puisque je vais parler de ça, puisque je connais mieux cette structure-là, mais on a ouvert en 2017. On a eu très vite un taux d'occupation des locaux qui a été de 100% sur la pépinière, et le coworking aussi a très bien fonctionné, notamment parce qu'on est très bien équipé aussi, que c'est un bâtiment qui est chouette, voilà, qui est super agréable à vivre pour le collectif, où il y a la fibre. Donc je rejoins vraiment sur les conditions de boulot. Nous, on a vu beaucoup de gens arriver au coworking qu'on ne soupçonnait même pas sur le territoire, des génies qu'on croise aussi au Fab Lab. Donc tout le monde se croise à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté de professionnalisation, en fait. À un moment donné, on l'a beaucoup vu, ce que j'allais dire sur la pépinière, en fait, on les a vus grandir aussi, se développer. Pour certains, s'associer, quitter les bureaux, monter un autre truc, vraiment prendre l'envol, quoi, en fait, hein, de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est très réjouissant, évidemment. Et effectivement, on a vu ces postures changer, et les problématiques qu'on a au tout début du lancement d'une activité, qui sont aujourd'hui très différentes. Effectivement, au début, on a été vraiment sur le début du marathon, à fond, je monte ma boîte, il faut, même si je sais bien à qui je m'adresse et tout avant de monter, là, on est sur le déroulé du plan d'action, donc c'est quand même… on était vraiment sur des problématiques qu'on a traitées d'ailleurs en collectif sur… le juste prix. Je rejoins Jean-Paul, il y avait vraiment cette question d'affirmer un prix, de l'assumer, de l'asseoir. Voilà. On avait traité des problématiques plutôt de l'ordre de vie pro, vie perso, parce qu'en fait, tout est un peu complètement chamboulé par rapport… nous avons pas mal qui étaient en posture de salariés et qui ont monté leur boîte. Donc vraiment, tout cet équilibre un peu qui se recrée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a pu vraiment traiter en collectif. Donc nous, on appelle ça des labs, mais peu importe, c'est vraiment des temps d'échange entre entrepreneurs, parce qu'en fait, que vous soyez web designer ou que vous posiez des poêles à bois, finalement, en fait, on se rend compte que la question se pose pas tout à fait de la même manière, mais presque. Donc au début, on était sur des problématiques comme ça, et aujourd'hui, on va plus être sur des problématiques de je recrute, je me développe, je m'associe. Et donc, c'est de voir aussi l'évolution des problématiques des entreprises et toutes les solutions qui peuvent s'apporter entre eux, bien au-delà de l'accompagnement qui est formel, qu'on propose ici. Et ça, c'est chouette de voir ça aussi. Tout ce qui se tisse, c'est de rompre cet isolement d'une problématique qu'on pourrait penser isolée ou spécifique à un secteur d'activité et qui n'est pas du tout, en fait. Tout à fait, merci beaucoup. Amélie, je vois que tu me fais signe, on a quelques questions qui ont été posées apparemment. Oui, alors on a 2 questions. La première, pensez-vous qu'il soit si important et nécessaire d'écouter ceux qui ne croient pas autant que nous-mêmes en notre projet? Moi, je pense que oui. Oui, parce que comment dirais-je, c'est pas garanti que déjà, c'est pas parce qu'on croit dans notre projet qu'il est forcément le meilleur ou le plus viable aussi. Il faut le savoir. J'entends bien que c'est important que ça vienne de nous, mais après tout, on n'a pas la science infuse. On lit pas. Enfin, moi perso, je lis pas dans l'avenir encore. Donc, c'est vrai qu'au début, il y a peut-être des projets sur lesquels je me serais plus lancée. Et puis, en parlant avec les collègues, en parlant avec les conseillers, je me suis rendu compte que peut-être que c'était peut-être pas nécessaire de tout lancer en même temps. Parce que moi, je suis arrivée dans la région en 2014, je connaissais personne, je relançais tout mon réseau, alors que j'avais un très gros réseau avant dans la région Rhône-Alpes. Et peut-être que je me serais lancée sur quelque chose sur lequel, effectivement, j'ai un petit peu plus d'expertise. Et finalement, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus judicieux. Et c'est en confrontant la vision que j'avais, moi, du marché avec justement une vraie réalité du marché que mes collègues pouvaient avoir, qui étaient là, qui étaient d'ici ou qui avaient déjà développé leur activité depuis un moment, où j'ai vraiment pris du recul en me disant
attention Cécile, là tu vas peut-être aller au casse-pipe, ou en tout cas ça ne sera peut-être pas rentable tout de suite pour toi. Donc il va falloir que tu réfléchisses aussi à ta stratégie de développement. Et ça ne m'a pas empêché de croire beaucoup au projet de vouloir créer, mais en tout cas, ça m'a permis de réajuster la faisabilité de mes projets avec une réalité que mes collègues je n'avais pas forcément. Donc, est-ce qu'il est important et nécessaire? Oui, ça n'empêche pas quand même de rester sur ce qu'on souhaite faire, et c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai développé différemment. Et je m'en félicite parce que finalement, ce que j'avais pensé développer initialement n'est plus forcément quelque chose dans lequel je m'épanouis. Donc maintenant, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, et qui est cohérent aussi avec ce que j'ai pu échanger me concernant et concernant également les besoins du marché avec mon environnement. Voilà, pour répondre de mon point de vue en tout cas. Je crois que ce côté de croire, voilà, d'incarner les valeurs d'un projet, ça c'est vraiment typiquement la posture de celui qui le porte. Et après, tout dépend comment c'est fait, c'est-à-dire la personne qui ne croit pas autant que vous en votre projet, si c'est de manière bienveillante, venir questionner, effectivement, et moi je pense que le questionnement est, on peut dire la critique ou le questionnement, peu importe comment on le formule, mais peut vous aider aussi parfois à mettre le doigt effectivement sur des choses que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Alors effectivement, si ce n'est pas fait de manière bienveillante, voilà, très utile, mais peut-être parfois dans l'accompagnement, moi là je parle vraiment en tant que structure d'accompagnement, mais effectivement moi mon rôle c'est pas de croire autant que vous dans ce projet, c'est vraiment de m'assurer que ce projet il est viable, parce qu'on est quand même aussi là pour ça. Alors on a en tout cas à la station vraiment on a une charte des valeurs, et je pense que c'est fait de manière bienveillante, etc. Mais je pense que ça peut aider aussi d'avoir d'autres points de vue et parfois des questionnements qui, sur le moment, moi je porte des projets aussi pour la communauté de communes. Voilà, parfois on me met le doigt sur des choses que je n'avais pas anticipées, c'est pas forcément agréable sur le moment, mais n'empêche que je trouve que ça permet aussi d'avancer et d'envisager des choses qu'on n'avait peut-être pas anticipées. Si c'est fait de manière bienveillante, bien sûr. Oui, enfin, juste par rapport à ça, oui, effectivement, le tout, c'est qu'on parte effectivement dans la bienveillance et que ça n'empêche pas de réaliser quand même ce qu'on souhaite faire. Mais ça, c'est... oui, moi, je ne suis pas là pour... Voilà. Il y a pas de toute façon, je n'ai pas le pouvoir de bloquer, enfin, un chef d'entreprise qui a envie de monter sa boîte. Voilà. Mais effectivement, ça peut être intéressant aussi, parce qu'on fait aussi parfois à des clients qui vont nous dire que ce qu'on fait, ça va. Enfin, voilà. Donc, ça aide aussi à se préparer à ça et à bâtir son discours. Exactement, c'est ce que j'allais dire justement par rapport à ta réponse, Oriana, c'est que moi je trouve que c'est quelque chose qui sert aussi, j'en parle souvent dans le traitement des objections clients, voilà, de se dire que ces réactions, il ne faut pas les prendre à titre personnel déjà, parce que c'est vraiment par rapport à l'activité, au projet qu'on raisonne. Et se dire que déjà, si on vous oppose une objection, pour moi, c'est qu'on vous a accordé de l'attention. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif sur le projet. Déjà, c'est qu'on a compris ce que vous faites, c'est qu'on y accorde de l'attention. Donc après, si c'est une remarque qui est effectivement bienveillante et constructive, je pense qu'il ne faut pas l'écarter, surtout pas, non, au contraire. Il faut savoir la traiter. Ouais. Jean-Paul, tu voulais compléter ou... C'est-à-dire que, oui, je veux bien... en fait, je peux la comprendre, cette question. Je peux la comprendre parce que avant de connaître ce collectif, je dirais dans la vie de tous les jours un petit peu concurrentielle, pas très bienveillante justement. Très souvent, on a des grands donneurs de leçons qui sont quand même assez malins pour vous influencer, pour vous faire comprendre que vous n'avez peut-être pas tout vu et que finalement, etc. Et en fait, moi, le collectif que moi j'ai rencontré, mais bon, je vous entends aussi, c'est que je n'ai jamais ressenti, mais pas une seule seconde, le fait de pouvoir réorienter le projet d'un jeune chef d'entreprise. Oui, c'est vrai. Et du coup, je n'ai jamais senti de vouloir influencer. Et ça, il n'en est pas question, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que quelque part, on nous respecterait pas dans ce que nous sommes, vraiment, quand on arrive. Donc là, je vois pas l'intérêt. Mais enfin, faisons-y attention. Mais le plus important, c'est ce que vous avez dit, c'est que
la question qui va amener le chef d'entreprise potentiel à aller chercher, à fouiller au fond de lui, au fond de lui, au fond de lui, qu'il aille vraiment au bout des choses, même si à un moment donné ça va le taper, ça va le cogner. C'est pas pour autant qu'il doit changer son projet. Non. Mais il doit juste aller un peu plus en profondeur dans son projet. Voilà. Comme ça, le jour où ça doit sortir, ben, bon, il est prêt. Il est prêt. Il est un peu plus costaud, il est un peu plus solide. C'est pour ça que je parlais de la confiance tout à l'heure. Ouais. On s'amène de la confiance, on respecte l'idée, on respecte ce chef d'entreprise. S'il doit à un moment donné se passer quelque chose, c'est lui qui décidera. Mince. Ok, c'est moi qui bouge, mais ce n'est pas les autres qui l'obligent à changer de chemin. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti depuis maintenant 2 ans. Hein, c'est ça. On a peut-être besoin de prendre une dernière question, Amélie. Oui. Alors, seul dans son coin, comment promouvoir son art, ses compétences et son activité? En restant pas seul dans son coin. Justement. Venez, il y en a quand même pas mal des structures d'accompagnement, ça se développe. Et même si c'est des réseaux, comme je le disais, hein, là moi je parle de la station, mais vraiment il y a plein de réseaux qui existent au-delà même de structures d'accompagnement. Et moi j'invite vraiment à pouvoir partager toutes ces problématiques justement et de rompre cet isolement du chef d'entreprise. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on a vu le principal de la thématique de l'atelier. Je vous remercie beaucoup pour vos éclairages parce que je pense que vous avez bien mis en lumière effectivement qu'est-ce que c'était que la posture d'un entrepreneur et l'importance d'un réseau. Du coup, moi, je rejoins Oriana. Je vous invite vraiment, pour vous qui êtes porteur de projet, créateur, de vous renseigner, de vous interroger en fait sur les structures d'accompagnement qui existent sur le territoire. Nous, à notre niveau à Intercis, c'est vrai qu'on travaille avec différentes structures. Il y a Abia sur Itsassou, il y a la Nassia à Asquin, il y a l'ANECO à Anda, il y a effectivement la station à Sauveterre de Béarn, mais il y a tout un tas d'associations, d'autres espaces de coworking et autres qui sont vraiment des boosters, quoi. Parce que voilà, comme on disait, vraiment le fait de rester isolé, c'est vraiment quelque chose qui va plutôt vous pénaliser dans votre projet. Donc surtout, voilà, c'est un premier pas, je pense, à faire dans la posture d'entrepreneur. Je vous remercie encore les 3 intervenants, Jean-Paul, Cécile et Oriana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Et à bientôt pour ceux qui À restent. bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.